d'une part, entre univers domestique et univers professionnel, d'autre part, et pour être encore plus précise, un univers qui se situe entre la médecine, la pharmacie, la chimie, la magie, la cuisine et l'économie domestique. Alors, les manuels de secret sur lesquels j'ai en particulier travaillé attestent l'existence de cet univers de confins, puisque ces manuels de secret, qui sont donc publiés à partir de la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, on pourrait citer par exemple, peut-être connaissez-vous ce titre, un fameux manuel de secret qui s'appelle les secrets d'Alexis le Piémontais, qui est publié pour la première fois à Venise en 1555 et qui, au cours de toute la période moderne de mémoire, est l'objet de 70 rééditions et qui porte donc jusqu'en plein XVIIIe siècle des recettes de secrets qui datent donc de Venise au XVe siècle et qui proviennent donc finalement des savoirs qui étaient en partage à Venise au XVIe siècle. Donc ces manuels de secrets attestent cet univers de confins, puisque très souvent dans ces manuels de secret, on trouve aussi bien des recettes de cosmétiques que des recettes de médicaments, donc des préparations thérapeutiques, mais encore, on y trouve également des recettes de cuisine, des recettes de confiture, auxquelles s'ajoute de manière parfois un petit peu plus surprenante, mais finalement on peut trouver l'élément de réponse, et éventuellement je répondrai à des questions si on me sollicite à ce sujet. On trouve donc à côté de ces cosmétiques, de ces médicaments, de ces recettes de cuisine, on trouve aussi des méthodes pour conserver les aliments, pour empêcher que les aliments ne se gâtent, ou bien même encore des recettes de teinture, des recettes d'encre, des recettes pour fabriquer des balles d'arquebuse, pour fabriquer des substances adhésives, pour trouver des recettes qui permettent au fer de ne pas rouiller. Bref, un univers, vous le voyez, extrêmement riche, extrêmement varié, qui donne donc une image de cet univers de la cosmétique qui est vraiment un univers de confins. D'autre part, il nous est apparu également, à toutes les deux, que l'existence de cet univers de confins permettait de voir émerger, là encore dans la longue durée, des catégories spécifiques d'individus fabricants de cosmétiques. Et dans certains cas, même cet univers de confins, pensons-nous, construit des figures sociales tout à fait spécifiques. Alors en particulier, on a pu observer la présence importante de femmes dans ce marché des cosmétiques, et une présence qui est parfois aux marges des procédés institutionnels reconnus pour pouvoir officiellement produire des cosmétiques. Une forte présence des femmes, comme si au fond, une espèce de lien anthropologique et sexué était établi finalement entre la cosmétique, la médecine, la cuisine, et qui assignait donc aux femmes un rôle particulier dans ces confections finalement qui relèvent de l'espace domestique et qui permettent un entretien global du corps, un peu comme on le pensait lorsque la pensée médicale reposait sur Hippocrate et Galien. C'était une conception large du corps qui embrassait donc ce que l'on mangeait, la manière dont on se soignait et la manière dont on se parait. Et de fait, j'ai pu constater parmi les archives de la Société royale de médecine dont je vous parlais tout à l'heure que beaucoup de recettes qui sont envoyées à la Société royale de médecine pour examen sont envoyées par des femmes qui ont des démarches inventives qui ne sont pas toujours différentes, qui ne sont pas toujours spécifiques par rapport à celles de leurs homologues masculins, mais à tout le moins, elles insistent souvent, d'une part, sur la nécessité de travailler. Or, on est à l'époque dans un univers où les corporations sont encore dominées par des hommes, où les femmes, donc, a priori, n'ont que peu d'espace pour pouvoir travailler. Or, donc, dans ces demandes, elles demandent le droit au travail. Et d'autre part, elles ont une manière un petit peu particulière de s'adresser aux femmes en leur proposant des recettes de cosmétiques. Et on voit bien, finalement, qu'elles jouent déjà, là encore, le XXe siècle et la publicité n'ont rien inventé, elles jouent sur le registre de la complicité féminine qu'elles cherchent à établir avec leurs futurs
future clientèle. On doit aussi souligner rapidement, dans cet univers de la cosmétique et de la parfumerie, la place importante de ce que nous avons désigné avec Rosine sous l'expression d'opportunistes, c'est-à-dire des individus, finalement, qui cherchent le profit à produire des cosmétiques, des individus qui sont parfois d'authentiques médecins, mais qui sont parfois aussi, comme vous l'imaginez bien, de véritables charlatans. Et je pense que ce sont des figures sociales qui sont construites par cet univers de confins, qui est relativement flou, et d'autre part des figures sociales qui sont construites aussi par les liens pluriels que cet univers de confins entretient d'une part avec l'espace domestique et d'autre part avec le marché des soins et avec le marché des cosmétiques qui est en plein essor au XVIIe et au XVIIIe siècle. De fait, à l'époque moderne, tous ces individus que l'on peut qualifier d'opportunistes jouent d'un côté de la confusion, de la proximité, voire de la confusion avec la médecine, avec finalement cette idée que la beauté et la santé finalement sont à peu près équivalentes, et en tout cas que la beauté témoigne à coup sûr de l'état de santé. Donc ces individus profitent de cette idée-là et ils profitent en même temps de l'essor du marché des soins au cours du XVIIIe siècle. De ce point de vue, on peut par exemple évoquer la figure tout à fait singulière de Nicolas de Blény, qui est un médecin chirurgien de la fin du XVIIe siècle, un médecin bien en cours, un médecin de cour d'ailleurs, qui écrit dans les années 1680, 1689, 1688, 1689 un ouvrage de secret dans lequel finalement il fait figurer non seulement des recettes de sa propre composition, mais aussi des recettes qui sont officiellement inscrites au codex, c'est-à-dire des recettes de médicaments, mais il a soin d'ajouter à toutes ces recettes des recettes de cosmétiques, de sorte que son ouvrage puisse se vendre finalement mieux que s'il était exclusivement un ouvrage de médecine. Donc l'univers de la cosmétique et de la parfumerie est un univers qui voit finalement se multiplier à la faveur finalement du développement de la consommation des médicaments au cours du XVIIIe siècle, un univers qui voit se multiplier les opportunistes, les individus qui cherchent à profiter de ce nouveau marché. Donc là, je vous montre les deux. Donc, on peut dire très rapidement qu'au XIXe siècle, les caractéristiques décrites par Catherine perdurent. Et naturellement, la parfumerie devient une industrie féminine. Donc, à preuve de cette démonstration, c'est tout d'abord la très forte proportion de femmes employées dans ce secteur, qui est une constante depuis environ 1860 et qui dépasse 60% en 1906. En réalité, en fait, elle représente plus des 2/3 de la main-d'œuvre ouvrière et un quart seulement de la part des employés. Donc, les ouvrières, la parfumerie est peuplée d'ouvrières. D'après les représentations qu'on en a, hommes et femmes remplissent des fonctions très différentes. Les hommes sont employés à la fabrication pour les travaux nécessitant une certaine force, tels que l'entretien des machines, la presse, le pilonnage, encore le mélange dans les cuves. Les femmes interviennent ensuite pour le conditionnement. Elles travaillent surtout au bouchage des flacons les plus luxueux, à la mise en boîte, en coffret de tous les produits. Le conditionnement est précédé du remplissage des flacons, qui est moins bien connu, une activité moins bien connue, mais qui incombe également sans doute aux femmes. Et la représentation des ateliers de conditionnement est de nature à séduire le lecteur. Alors là, j'ai pas de photos, mais en fait, on représente très souvent les femmes au travail en parfumerie, notamment dans les gravures commerciales où on présente le magasin de parfumerie. Et derrière, on voit toutes les femmes installées sur des grandes tables et qui conditionnent les produits mis à la vente. Donc... voilà. Dans l'ensemble des représentations d'intérieur, donc qui sont codifiées comme l'étaient du reste les vues extérieures à l'époque, l'ordre, la propreté, la rationalisation règnent. Les femmes s'y livrent à des activités requérant peu de réflexion, mais habileté, méticulosité, patience dans la répétition des gestes, comme les autres tâches incombant à leur sexe et relevant de la sphère domestique, telles que la couture ou la cuisine. À ce sujet, donc Claire Zellal
a travaillé en fait sur l'industrie grassoise et elle démontre brillamment dans son travail comment tout concourt à faire à Grasse également de la parfumerie une industrie où s'exaltent les qualités féminines jusque dans le travail de confection. C'est une industrie féminine, voilà.